Analyse et opinion sur la guerre économique, ses méthodes et ses pratiques. Vision d'Aigle. Les chroniques du corsaire. Influence et growth hacking. Arrêter d'être un pion et devenir le joueur d'échecs. Qui est le premier arrivé ? L'humain ou l'algorithme ? Il y a un quart de siècle, cette question n'aurait eu aucun sens. Mais aujourd'hui, on est en droit de s'interroger. Notre esprit traite une quantité d'informations sans pour autant les comprendre et s'adapte en étant dans la réaction permanente. Merci à Mark Zuckerberg pour la plus grande lobotomie partie de tous les temps grâce aux produits de Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et si, au lieu de subir l'influence de ces outils qui donnent leur rythme à nos existences délétères, on envisageait de les instrumentaliser pour défendre de vraies causes ? L'influence n'a jamais été aussi accessible finalement, à condition de faire preuve d'un peu d'ingéniosité. J'ai commencé à faire preuve de cette ingéniosité vers mes 20 ans, mais j'en ai 35 aujourd'hui. À l'époque, j'étais médusé par la pertinence que Google produisait dans l'identification des contenus portés par son moteur de recherche. Je voulais comprendre comment cela fonctionnait. C'est une fonctionnalité qui a depuis disparu qui m'y a aidé, la roue magique. Cette dernière matérialisait les graphes utiles au moteur de recherche, c'est-à-dire les connexions entre mots-clés et les pages proposées en conséquence. Grâce à cette approche, j'ai pu découvrir les joies de l'algorithmique et me suis inscrit en informatique, en cours du soir, pour comprendre toute la mécanique derrière. Des mathématiques à l'algorithmique. Je pus ensuite me pencher sur les applications de ces aspects et sur la manière dont ils allaient produire des résultats changeants, des résultats adaptatifs, des résultats apprenant au contact de l'humain. Le SEO, Search Engine Optimization, ou optimisation pour les moteurs de recherche, fut une découverte jouissive pour mon esprit ingénieux. Mais à l'époque, j'étais sans doute un peu en avance. On m'a pris pour un fou. Personne ne pouvait hacker Google. C'est trop magique. Enfin, aujourd'hui, on appelle cette pratique à mi-chemin entre l'ingénierie inversée, l'analyse des données, la créativité et le marketing psychologique, le growth hacking. La notion de hack est un peu plus passée dans les mœurs grâce aux Américains, mais elle reste encore sous-exploitée en France. Pourtant, elle a fait ses effets. Il est maintenant communément admis que Donald Trump a largement profité des méthodes de growth hacking grâce à la société Cambridge Analytica, influençant ainsi, avec une granularité accrue, les électeurs pour obtenir des votes. Ces mêmes méthodes sont largement utilisées par des Russes pour réaliser la désinformation et l'affaiblissement de l'Occident européen. Il n'est plus possible de traiter de fou un corsaire comme moi, parce qu'il a juste mieux compris le monde dans lequel il vit. Mais il est possible de profiter du growth hacking et ne plus être maîtrisé par les algorithmes. Je vois ces techniques comme des moyens d'influence et de contre-influence redoutables. Grâce à elles, on peut générer du chiffre d'affaires. Et c'est d'ailleurs leur première raison d'être. Mais on peut aussi orienter l'opinion, générer l'ordre ou le désordre. Influencer ces masses humaines qui se sont fait préalablement lobotomiser par Facebook, Netflix ou Instagram. Il n'y a plus besoin de se battre pour convaincre. Il suffit d'appuyer sur les bons boutons et de provoquer les bonnes réactions. Même le phénomène des Gilets jaunes en est un parfait exemple. Un mouvement social sorti de nulle part, peut-être téléguidé, qui n'avait d'autre justification que de créer le désordre sur les bases d'un mal-être savamment entretenu. Le bouillon de culture de frustration, d'incompréhension, de narcissisme insatisfait, etc., ne pouvait d'ailleurs jamais accoucher de quoi que ce soit d'autre que de lui-même. C'est pour ça que ce courant n'a finalement pas bien évolué. Mais c'est également ces mêmes méthodes qui ont été à l'origine de l'extraordinaire développement de Airbnb ou encore Uber. Il faut suivre quelques principes de base. Acquisition, activation, rétention, revenu et recommandation. On établit une relation, on développe cette relation, on préserve la relation et on l'amène à produire du fruit ou du chiffre d'affaires. On garantit la récurrence monétaire, puis on développe la toile d'influence. On le fait en utilisant les algorithmes qui régissent les moteurs de recherche,
les réseaux sociaux, les messageries ou n'importe quel média digitalisé. En ce sens, le growth hacking peut se rapprocher de ce que l'on nomme dans le monde du hacking l'ingénierie sociale. C'est un concept fascinant. Grâce à lui, nous ne sommes plus les jouets, les pions sur l'échiquier de l'existence et de l'économie, mais bien les joueurs d'échecs. C'est une discipline que j'ai aussi patiemment étudiée dans ma précédente vie, en fréquentant en parallèle l'univers de la cybersécurité. Aujourd'hui, je les ai mis en pratique au travers de méthodes en négociation offensive, où plusieurs aspects analytiques et interactions sont basés sur des approches américaines contre-terroristes, sur du profiling comportemental et de la modélisation décisionnelle. Mais je continue aussi de développer des méthodes autour du growth hacking. La dernière en date concernait LinkedIn. Son algorithme, ses fondamentaux ne m'ont pas longtemps résisté. En 15 jours à peine, j'avais hacké plusieurs aspects structurels favorisant l'augmentation de la diffusion et de l'adhésion. YouTube est aussi dans mon collimateur, et les autres ne sont pas loin derrière. D'autant que les plateformes de méta nous offrent une formidable masse humaine conditionnée à recevoir les bons messages, comme l'a démontré Cambridge Analytica. Je ne crois pas que ces méthodes soient malsaines ou mauvaises. Notre monde est digitalisé, c'est ainsi. C'est la raison pour laquelle on mobilise ces méthodes, qui rendent ces méthodes malsaines ou non. Si je lutte pour défendre l'environnement, ou le droit d'un peuple à décider de son destin, je ne fais pas le mal. Si par contre, j'agis pour provoquer le chaos, ou les instrumentaliser à ma seule fin égoïste, c'est-à-dire sans penser à lui, on peut effectivement s'interroger sur le bien fondé de la démarche. Enfin, je terminerai par une petite réflexion. Ce n'est pas parce que vous coupez le système digital chez vous que vous sortez de cette influence, car vos proches sont toujours connectés, eux. C'est parce que vous apprenez à comprendre le fonctionnement d'un système que vous parvenez à éviter ces pièges. Et si vous le comprenez, alors vous pouvez l'utiliser et commencer à le faire travailler pour la cause qui vous semble juste.